donc ça a été fondé comment, quand, cet IMO IMO Montréal, ça vient d'abord de IMO, l'Institut métaphysique occidental, qui a été fondé par Maroc dans les années 80. Il a fonctionné, il ressemble beaucoup à l'astrologie à ce moment-là. Ça fait 30 ans que ça existe, presque 25-28 ans. L'Institut métaphysique occidental, oui. Et puis en 2002, on a travaillé avec Jean-Baptiste et l'Institut métaphysique occidental. Pourquoi? Parce qu'il y en a un autre. Il y a IMO World qui existe aussi. Qui est chez vous aussi, ça? Qui est affilié. C'est plus Marx. Et sur le volet plus international, on fait des voyages initiatiques, on fait la formation à l'étranger, comme Jean-Baptiste à la Jean-Baptiste est aussi venu enseigner en France. À quelle occasion, dans quel cadre? Dans le cadre de la modelage, de formation de cheminement Parce que finalement, la chimie est importante dans cette vie. Oui, c'est la base des connaissances. La chimie occidentale, en fait, c'est la chimie. Non, mais IMO lui-même, il ne veut pas il se situe pas spécialement sur l'astrologie. Non, il se spécialise sur la connaissance métaphysique. Issu de la tradition occidentale, donc la chimie occidentale. Et ça englobe des connaissances au niveau des chakras, des méridiens, du subtil, de l'astrologie, du chamanisme. Et là, on fait la distinction du chamanisme amérindien qui est sur les 4 éléments, versus le chamanisme occidental qui est sur les 5 éléments. Il y a un élément qui est introduit, qu'on ne fait pas dans le chamanisme. Donc l'occidental, ça se situe à la fois à l'oriental, mais aussi par opposition à l'amérindien. Ça veut dire qu'il y a 3 inclus. Ah, ça inclut l'amérindien. Dans le sens que le chamanisme amérindien était plus orienté vers la perception du subtil. Du monde subtil. Du subtil, oui. Le monde des esprits, l'esprit du chat, l'esprit du corps. Ça signifie que les gens qui apprennent l'astrologie dans votre cadre reçoivent une formation plus générale, plus large. Ils vont recevoir une formation en astrologie, mais il va y avoir des débordements sur des concepts plus énergétiques de la métaphysique occidentale. Alors, vous pourriez quand même me parler. Vous pourriez peut-être me parler de cette métaphysique qui est dispensée chez vous et qui est connectée en quelque sorte, enfin qui englobe l'astrologie ou qui est connectée avec l'astrologie. Qu'est-ce que c'est que cette astrologie métaphysique? Enfin, qu'est-ce que c'est que cette métaphysique de l'astrologie ou cette astrologie métaphysique qui est dispensée? C'est une sensibilité de M. Berriot de s'intéresser à la métaphysique ou ça fait partie de sa formation, de sa sensibilité? Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que c'est pour lui qui est astrologue, la métaphysique? Quelle est la fonction de la métaphysique par rapport à l'astrologie, ou comment l'astrologie et la métaphysique s'interfèrent-elles ou s'imbriquent-elles? En fait, ils se complètent. C'est comme les éléments d'un tout, comme un casse-tête, un puzzle, où on va retrouver des connaissances d'astrologie avec des connaissances alchimiques, des connaissances sur les chakras. En fait, l'idée de base, pourquoi c'est que à la base, on pourrait dire que la connaissance a été séparée. Par exemple, les Asiatiques, l'oriental, on parle de la science orientale, médecine orientale, les chakras, les méridiens, dont l'acupuncture, etc. Et très peu sur les chakras. Alors, si on va dans la partie plus énergie, on a beaucoup de connaissances sur les chakras, connaissent très peu les méridiens. Et c'est à faire éclater qu'il faudra reconstituer, regrouper ça. Les Amérindiens avaient beaucoup de connaissances sur le monde des esprits, le subtil, mais très peu, pratiquement rien sur les chakras, les méridiens et la chimie. Alors l'idée, c'est de regrouper ça. L'astrologie fait partie intégrante de l'alchimie. De l'alchimie. L'alchimie, dans ce qu'on appelait, par ça s'appelle la signature astrale, qui lui a nommé comme ça, mais qui existait avant.
Signature et Paracel, c'est ça? Oui, dont l'astre Vieri et l'astre. Oui, peut-être que vous développiez un petit peu pour. Ça nous intéresse si vous voulez, comme ça il y a un côté pédagogique. Oui. Pouvez-vous développer un peu la théorie des signatures? La théorie des signatures, c'est basé sur le paradigme de l'astre et guéri par l'astre. C'est-à-dire que chaque plante a une carte du ciel. Alors une plante ou en aspagérie, on n'utilise pas ces plantes. Dans la chimie, il y a les métaux et les minéraux. Et donc chaque élément qui est transmuté, c'est là qu'on va chercher sa quintessence, l'élixir, va avoir une signature astrale basée sur la cueillette, par exemple. Parce qu'on veut une plante qui a une signature vénusienne, c'est-à-dire qu'il va pouvoir traiter les vers féminines, en particulier, Vénus. On va la choisir, on va la cueillir, la fleur au à l'heure de Vénus. à l'heure de Vénus, mais aussi au moment où la Vénus est placée à son maximum de potentiel. Oui, parce qu'il y a il y a différentes formes d'astrologie. Oui. Il y a des astrologies astronomiques et puis il y a des astrologies où c'est telle heure, c'est tel jour. Qui sont moins astronomiques. Oui. Simplement, c'est des noms de planètes. C'est ça. Donc, c'est pas seulement le jour de Vénus qui va repartir, mais qui va calculer en fonction de la réalité astronomique et des éphémérides. Un peu basé sur l'astrologie capéenne. Je ne peux pas la détailler. Non, mais effectivement, il y a des gens qui travaillent carrément seulement sur les répartitions qui ne correspondent à rien sur l'astronomie. C'est normal que pour quelqu'un qui est astrologue, il préfère un véritable support astronomique. Oui, plus ça lui paraîtrait un petit peu artificiel de dire à telle heure c'est l'heure de Jupiter. Il y en a que ça ne le reste pas. Non, exactement. Mais à quel moment Vénus, exemple, est à son... Alors justement, dans les traités de l'alchimie de Spagiri, dans certains cas, il renvoie à des questions seulement d'heures planétaires ou de jours planétaires, d'autres cas, il renvoie aux positions réelles. Ça dépend des textes. Les textes sont hermétiques. Alors, il y a la partie archétypale, potentielle, donc le principe Vénus, l'archétype Vénus. Mais au moment de la fabrication elle-même, je pense qu'il y a une très très grande précision au niveau de la cueillette et de la fabrication par rapport au positionnement de Vénus dans le ciel. Dans le ciel, à ce moment-là. Puis au moment des... Et vous, c'est ce que vous faites, vous? La purification de la plante. Vous choisissez l'heure Moi, je fabrique pas l'aspagérie. Ah oui, c'est ça. Je l'utilise en thérapeutique. Donc, ça a déjà été fait chez d'autres personnes qui l'ont fait pour vous. Exact. Et vous savez que ça a été fait correctement, d'après les règles. Exact. Ce que j'utilise vient d'Italie. C'est un laboratoire qui fabrique de père en fils. Selon la tradition égyptienne, c'est encore plus ancien. De purification. Alors il y a un problème qui, alors donc vous, le côté médical vous intéresse en fait. Moi je suis plus dans l'aspect médical. L'aspagérie c'est une valeur curative, l'aspagérie. C'est curatif. C'est curatif. C'est curatif. En fait, on le met en guillemets. Parce que selon la pharmacopée, ce n'est pas curatif. Mais selon la médecine traditionnelle, on arrive à des résultats on pourrait parler plus de rémission stable, moyen et long terme. On peut rajeunir aussi. Rajeunir dans le sens que certaines plantes ont un taux vibratoire régénérateur qui va être communiqué à la cellule et il y a des possibilités de régénération. Plus que de rajeunir. Mais ça a un rapport avec la diététique à la limite. Avec la diététique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on consomme. C'est toujours un facteur. L'aliment étant un carburant pour la machine qui consomme des légumes. Si on ne met pas un carburant de bonne qualité, c'est sûr. Je vais vous poser une question un peu. Moi, je travaille beaucoup en diététique, mais pas chimique. Je pose une question par curiosité, puis plus parce que ça peut intéresser. Qu'est-ce que vous pensez de la viande? Est-ce que l'aspagérie considère qu'on a le droit de manger de la viande? Moi, je pense que le végétarisme n'est pas exclusif. Je ne l'ai pas lu dans mon cas traité. Ils n'interdisent pas la viande, en fait. Ce n'est pas interdit non plus. Ce que j'ai lu de certains philosophes, c'est que ça dépend de chacun. C'est libre à chacun d'être végétarien ou pas. Certains, c'est une partie de leur vie, effectivement, puis d'autres, pas du tout. Puis,
ça peut même les amener en état de carence, parce que leur métabolisme en déclin. Plus de l'ordre de dire, bon, ben, toi, t'en as besoin de la viande, puis toi, tu t'en manges plus que tu manges. Parce que ton corps, il va consommer ça. Viande, j'aime pas beaucoup le terme, j'aime pas protéines d'origine animale. Qui peut être bovine, ça peut être porcine, ça peut être de la volaille, ça peut être du poisson, ça peut être du fromage. Le fromage, c'est protéines animales. Donc l'organisme a besoin d'un minimum de protéines animales. Alors comment sait-on? Parce que vous savez que une question que moi je me pose souvent, c'est ce qu'on reçoit, ce qu'on accepte de recevoir, aussi bien au niveau de ce qu'on mange, que de ce que les gens vous disent, communication. Parce que manger, c'est une communication. Oui. Si je vous donne à manger, je communique avec vous quelque chose. Si c'est un don, quelque chose. Si je vous dis quelque chose à votre sujet, c'est aussi quelque chose que je vous donne et que vous allez digérer plus ou moins bien. On m'a dit, j'ai mal digéré. On m'a dit, j'ai mal digéré, j'ai mal assimilé un savoir. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a. Comment peut-on savoir que telle chose nous convient? Ben, dans le sens de la communication, vous en parlez, on écoute ce que la nourriture nous dit. Oui, mais. Et là, on peut savoir si elle nous fait du bien ou pas. En communiquant avec ce qu'on est sur le plan ou ce qu'on a déjà ingéré. Puis on peut savoir si ça nous fait du bien ou pas en termes de communication. Mais c'est quand même une notion qui est assez délicate. C'est-à-dire que les astrologues eux-mêmes, d'ailleurs, n'ont pas toujours réfléchi à ça. Parce que quand ils disent quelque chose à quelqu'un, est-ce que c'est bon pour lui? Est-ce que ce qu'il lui donne, est-ce que ça lui convient ou pas? Enfin, est-ce que ça lui fait du bien ou pas? Parce qu'ils disent c'est vrai. Parce qu'il y a la question de c'est vrai, il y a du bien, il y a le bon, il y a le vrai, le bon, le bien, c'est pas pareil. On peut donner quelque chose à quelqu'un qui objectivement a quelque chose, mais ça ne convient pas. Non, c'est ça, exactement. Une substance comme une plante ou un aliment peut être sain, saïenne, en lui-même, mais malsain pour une personne Y. Oui, c'est ça. Parce que ça peut être une allergie ou une intolérance, etc. Il y a un savoir aussi, c'est un savoir, c'est une façon de parler aux gens, peut avoir une certaine valeur pour certaines personnes, et puis pour cette personne-là, c'est pas conseillé. Exactement. En général, si on n'est pas trop perturbé, on va être attiré vers les éléments qui sont bons pour nous. Voilà, comme vous avez dit vous-même, si on n'est pas trop perturbé, c'est ça. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un commence à être perturbé, il ne sait plus ce qui lui convient ou pas. Exactement. Et alors là, il va se laisser, guider, mais finalement la personne qui le guide, elle peut abuser de cette difficulté. Comme dans tous les domaines, Elle peut abuser puisqu'elle-même ne sait pas. Donc elle ne sait pas rejeter ce qui lui convient pas. Donc elle va accepter dans un premier temps sans discernement. Et l'astrologue va dire, ah ben voilà, la personne a été contente de ce que je lui ai dit, mais finalement, c'est pas si sûr que ça. Non, si elle est perturbée, elle a su l'accepter comme ça parce qu'elle ne sait pas se défendre, parce qu'elle ne sait pas faire le tri. C'est peut-être pas tellement favorable. Non, mais c'est l'importance de la compétence qui oui, mais c'est une compétence qui n'est pas forcément astrologique, c'est ça? Non. Parce que le type de l'astrologue, il peut connaître très bien l'astrologie, mais il ne sait pas forcément comment c'est accueilli par. Il ne sait pas forcément ce qui se passe quand il raconte ce qu'il a. Et comment c'est accueilli et comment c'est reçu. J'arrête pas d'en parler actuellement de ce problème-là, et c'est vraiment un point aveugle chez les astrologues. Ils disent, ah ça y est, la personne a pris, elle a accepté, elle est rentrée dans mon truc, ah ça y est, j'ai gagné la partie. Ils ne se demandent pas comment peut-être que la personne, ça ne l'a pas du tout aidé finalement. Elle est encore plus confuse, ça s'est rajouté à autre chose, ça s'est accumulé. Il y a une sorte d'obésité psychique, c'est-à-dire les gens. Il y a des gens qui mangent trop, puis il y a des gens qui ont trop de choses sur eux-mêmes, et alors ça devient absolument énorme. Pour l'astrologie, de boulimie psychique, de boulimie plus les gens veulent constamment entendre des choses à leur sujet, ils disent tout ce qu'on leur donne. Quelqu'un qui leur parle d'eux, à du moment que ça parle de moi, hop, je prends. Et ça, moi j'ai tiré un peu la sonnette d'alarme à ce niveau-là, mais. Absolument d'accord. C'est pour ça que j'aime bien quand vous dites tout ça est très bien, à condition que la personne ne soit pas perturbée. Oui. Mais c'est une condition qui malheureusement est souvent pas remplie. Exactement. J'ai encore parlé cet après-midi, ça n'a pas plu à tout le monde. Il dit
vous vous demandez pas sur quel terrain vous travaillez, vous ne vous demandez pas si la personne est capable de trier, de filtrer, d'assimiler correctement, de communiquer. Et puis vous êtes tout content que la personne vous prenne ce que vous lui donnez, sans vous demander si elle ne se fait pas du mal, si elle ne se bouffe pas, si c'est pas une sorte de prétor supplémentaire. C'est pour ça que je crois que le mariage, quand vous dites effectivement le médical et la chimique est intéressant pour les astrologues, parce que justement, les astrologues sont trop dans l'abstraction, trop dans le discours. Ils disent par exemple comme ça, oui, je vais dire des choses à la personne, et puis ça va changer sa vie, je vais lui parler comme ça. C'est complètement dans le cognitif. Voilà, je vais lui dire un truc, et puis ça va avoir une valeur thérapeutique. Comme si la thérapie. Parce que quand quelqu'un, je vous pose une question à l'inverse, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un est perturbé? Comment est-ce qu'on peut aider quelqu'un qui est perturbé à retrouver un mode de fonctionnement normal par rapport à lui-même en tout cas? J'ai pas beaucoup de connaissances en astrologie, mais l'astrologie médicale, le thème natal, les fragilités organiques, déjà va donner des bonnes pistes sur les phénomènes chez l'individu. C'est sûr que s'il n'y a pas d'action extérieure, soit énergétique, soit spagérée. Énergétique, ça peut être l'acupuncture, ça peut être la luminothérapie, la spagithérapie, qui vont aider l'organisme à se réharmoniser pour reprendre tout son potentiel d'auto-guérison. Mais oui, mais justement... Et ben, c'est ça que ça repose sur la compétence de l'intervenant ou du thérapeute. Moi, j'ai souvent l'impression que l'astrologue, quand il devrait s'assurer que les gens qui viennent chez lui sont mûrs pour ça. Et c'est pas forcément lui qui va résoudre le problème. Non, exactement. Il faut peut-être. Non, mais je veux dire que c'est pas forcément son métier à lui de faire ça. Lui, c'est maintenant, par exemple, vous êtes professeur d'anglais. C'est pas vous qui allez apprendre l'anglais à vos auditeurs. C'est-à-dire que si vous faites une conférence en anglais, vous supposez que les gens ils sont capables de comprendre ce que vous dites. S'ils ne comprennent pas, il faut qu'ils aillent. C'est pas à vous de faire le cours d'anglais si vous faites conférence dans un domaine. Il y a des questions préalables. Même si on n'est pas astrologue, je veux dire, moi je ne suis pas astrologue non plus, mais ça m'arrive de dire à mon client d'écouter ce que tu cherches, moi je ne sais pas, c'est un tel endroit. Ou alors, il faudrait que vous ayez vous-même à côté des techniques qui permettent de le faire. Si vous avez déployé beaucoup des techniques, alors moi je dis toujours aux astrologues, maintenant, vous astrologues, il faut que vous ayez des techniques pour que la personne soit préparée à entendre des choses, qui ne sont pas des techniques qu'il faut. C'est pas forcément par le thème astral, c'est des techniques de rééquilibrage au niveau de la nourriture. Moi je pourrais en parler, j'ai inventé un mot qui s'appelle la stomatique. La stomatique, c'est contrôler ce qui passe par la bouche, ce qu'on mange et ce qu'on dit. Et effectivement, il y a un phénomène de régulation naturelle qu'il faut réactiver, qui fait la bouche va vous dire ça, tu ne dois pas manger ça, ou ça, tu ne dois pas dire ça. Et c'est de la prévision. Parce que finalement, si on dit qu'il ne faut pas que tu manges ça parce que ça va te faire du mal, donc c'est une prévision. S'il ne faut pas que tu dises ça parce que tu vas faire mal aux gens, ça. Donc on est quand même dans le champ de la prévision. Et moi je dis toujours, finalement, les gens qui viennent voir l'astrologue, ils ont parfois un problème de prévision. Parce qu'ils prévoient mal, ils sont surpris des conséquences de leurs actes, ou des conséquences de ce qu'ils acceptent, et donc par conséquent ils vont voir l'astrologue. En réalité, ce n'est pas de l'astrologie dont ils ont besoin. Ils vont avoir besoin d'une thérapie qui les apprenne à s'autoréguler. Et l'astrologue qui ne comprend pas ça, il va travailler sur des symptômes, et il dit voilà, vous êtes dans une situation, on va essayer de vous sortir comme ça de cette situation, mais ils ne vont pas les rééquiper pour éviter de se retrouver dans cette situation. Et non seulement l'astrologue, mais tout intervenant qui ne réalise pas, qui ne peut pas intervenir dans un domaine particulier, va tomber dans la même problématique. Alors qu'est-ce qu'il y a, excusez-moi, je voudrais savoir s'il y a des références, qui est la notion de perturbation que vous avez été la chercher où? Est-ce qu'il y a des auteurs qui parlent de cette question de on ne peut pas faire certaines choses si la personne, un praticien ne peut pas travailler si la personne est perturbée? J'ai utilisé perturbation dans le sens générique de la perturbation, de par mon expérience de travail aussi. Mais c'est de la déontologie, c'est de la déontologie. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a écrit sur cette question de
justement tout ce champ de la perturbation il ne faut pas faire certaines choses, il ne faut pas donner quelque chose à quelqu'un s'il n'est pas en position de le recevoir. Oui, Hippocrate. Primo non nocere. D'abord, ne pas nuire. Oui. C'est la première chose. 400 ans avant Jésus. À partir de là, si je garde à l'esprit d'abord ne pas nuire, je vais m'autodiscipliner, puis je vais m'informer si ce que je fais avec mon client, que ce soit en astrologie, en homéopathie, en spagérie ou n'importe quoi, je vais m'assurer est-ce que ce que je fais nuit à mon client ou si ça l'aide. Oui, mais c'est pas ça que j'avais compris tout à l'heure. C'est pas est-ce que je vais le perturber, c'est est-ce qu'il est déjà perturbé. C'est-à-dire que s'il vient me voir, c'est qu'il est déjà. Oui, c'est ça. Donc je vais. Oui, parce qu'il y a aussi la perturbation. S'il vient d'astrologie, il y a une perturbation qui pense pouvoir résoudre avec l'astrologie. De le perturber encore plus. S'il va à l'hôpital, s'il y a une perturbation, absolument. dont l'hôpital ou le médecin classique. C'est ça, monsieur Berriot, parce qu'il y a des astrologues qui ne disent pas ça, qui ne veulent pas du tout dire ça, qui ne veulent pas du tout admettre que les clients sont perturbés. Oui, parce que c'est le client qui est en super harmonie, qu'on ne croit pas, il va faire ça bien. Mais oui, mais ils ne veulent pas nous dire ni en astrologie, ni en Est-ce que ça fait partie de l'enseignement de M. Berriot de dire qu'effectivement, de réfléchir sur les gens sur la demande de l'astrologie? Oui. Il a écrit là-dessus, il a dit il a essayé d'expliquer pourquoi les gens vont voir l'astrologue dans son œuvre, ou dans son enseignement oral, je ne sais pas. Dans l'enseignement, on en parle, mais on est plus axé sur l'informatique. Parce que de l'autre côté, l'autre partie, il y a des gens qui viennent parce qu'ils sont perturbés, ils veulent des réponses à leurs problèmes, à leur questionnement, à leur situation. Mais il y a aussi tous les gens qui viennent pour l'évolution. Là, c'est différent. Donc, ils sont en cheminement évolutif, en croissance personnelle ou en croissance de l'intersonnel. Et là, l'astrologie ou le travail énergétique va les permettre de mieux orienter, de mieux réfléchir sur leur propre évolution. Leur choix leur appartient à ce moment-là toujours. Quoi qu'il dit, c'est les clients qui vont décider. Oui, il y a quand même des cas assez curieux, parce que par exemple, quelqu'un, je ne sais pas citer de nom, mais quelqu'un qui me dit de toute façon, les cris c'est une bonne chose, c'est-à-dire qu'ils font de la perturbation quelque chose qui fait sens. Effectivement, la personne, elle est perturbée, ça va de toute façon, au bout du compte, ça va remonter. Donc, on peut continuer à la limite, tu peux continuer à perturber encore plus la personne. De toute façon, il va y avoir une remontée à un moment donné. Donc on continue, et puis à la limite, il faudrait accélérer et aggraver la chose pour qu'il y ait un rebondissement. Bon, c'est un point de vue. C'est une façon de faire. Je ne la partage pas nécessairement. Moi, ce que je veux dire, c'est au lieu d'être dans la prévention, on dit, moi, c'est ce que j'appelle rechercher le signal fort. C'est-à-dire qu'au lieu d'apprendre à la personne à capter des signaux subtils, on va au contraire aller vers l'hyper-signal. Bon, alors il y a des gens qui voilà, ça veut dire que cette personne-là, malgré tout, le problème c'est que si une personne répond à des hyper-signaux, elle n'est pas guérie du tout. Parce que justement, la maladie, c'est justement de ne pas capter les signaux. Voilà, c'est ça. La survie en survie. Voilà, donc, il y a des gens qui ont élaboré toute une théorie sur laquelle, finalement, je ne sais pas régler le problème en amont, je ne sais pas affiner la captation des signaux, mais à la limite, tant qu'à faire, allez hop, on va vers le signal, l'accroissement du signal. Avec comme ça, les gens comprennent. Mais c'est comme quelqu'un qui serait myope et qui n'avait pas à 1 mètre de lui, au lieu de l'aider à mieux voir, on lui donne des trucs de plus en plus lourds, et puis on se dit, bon, finalement, il va quand même les voir. On ne va pas améliorer sa capacité de perception. On va au contraire dire, bon, c'est pas encore assez gros pour lui, on va encore en rajouter. Alors là, il y a une question qui est sous-jacente à cette question-là, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si ça fait partie de votre champ de réflexion. C'est le problème du masculin et du féminin. Je veux dire, est-ce que dans votre champ, les femmes et les hommes vivent de la même manière les choses ou réagissent de la même façon?
est-ce que pour vous, c'est pas un problème, c'est pas un sujet d'attention? Oui, c'est un sujet qui habite notre quotidien, parce que tu vois, c'est un problème, je pense, qui est mondial, la crise du Oui. personnellement, on entretient une dualité entre la femme et entre le féminin et le masculin qui est en chaque individu. Donc un homme a un féminin et un masculin, une femme a un féminin et un masculin. Et cette dualité-là est entretenue encore plutôt de trouver l'union ça crée Dualité, c'est négatif, la dualité. Dualité, pour moi, c'est une Par contre, l'union, l'union travaille dans la maison. Si on prend le signe du tarot, on a deux gouttes qui tournent dans le même sens, et ils sont de la même grosseur. Jean, il n'est pas plus mais ils sont tous les deux dans la même grosseur. Donc, l'un a la même chose que l'autre, mais ils ont deux rôles différents. Et un autre sont bien, mais aussi beaux, sont bien, qui sont et ça, c'est peu accepté. Et vous, par exemple, l'homme ne veut pas accepter son lien, la femme ne veut pas j'aimerais accepter bien que vous précisiez un petit peu, sans bien lui faire part, qu'est-ce qui est libre, qu'est-ce qui est l'homme? C'est le problème actuel de définir. Tout ce qui a été défini comme étant masculin est plus de l'ordre du machisme. Oui, mais enfin, ce qui a été défini, oui, mais enfin, on tombe dans les clichés là, effectivement, on tombe dans les C'est clichés. très facile de tomber dans les clichés. Est-ce que vous avez fait un effort qui est fait pour préciser ces choses-là un peu plus parce que moi j'ai l'impression qu'on est toujours en train de jouer un philo. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Alors soit c'est masculin féminin, alors je suis un homme, je suis une femme, soit c'est quelques associations d'idées comme ça qui traînent. Mais c'est quand même dommage parce qu'elle est là. Moi j'ai fait des travaux pour aller plus loin dans les définitions de qu'est-ce que masculin féminin, qu'est-ce qui est masculin, qu'est-ce qui est féminin, quelles sont les valeurs masculines, les valeurs masculines, les priorités. Le regard n'est pas le même. En fait, oui, c'est ça. Moi, personnellement, ma question, elle est plus non pas attribuer une valeur au féminin mais au masculin. Parce que dans le sens où, sinon, on pourrait facilement trouver dans le cliché de l'homme est guerrier, puis la femme est matérielle, alors qu'il y a des femmes guerrières. Oui, peut-être que c'est pas comme ça qu'il faut définir. Mais c'est ça, on peut pas définir une valeur qui est masculine ou féminine, mais plutôt regarder comment le masculin vit cette valeur et comment le féminin vit cette valeur. Là, on a un parfait totalement différent qui vient tout bouleverser nos croyances à ce moment-là, parce que la combativité, la force de guerrier qu'on attribue à l'homme, mais la femme en féminine. Vénus qu'on attribue des lettres de l'amour, c'est une grande guerrière. Et Mars, qui est un guerrier, c'est un grand amoureux, un conquérant amoureux. Alors si on associe la guerre, le guerrier à Mars et l'amour à Vénus, c'est sûr qu'ils vont être en dualité, qu'ils vont être en conflit toujours. Mais si les deux sont guerriers, tous les deux sont vraiment amoureux, et là, on a une possibilité d'union et dans l'amour et dans l'esprit du guerrier, et qui vont travailler dans la même direction, mais donc pas en confrontation. Et là, ça change tout l'élément, mais c'est sûr qu'une femme va être guerrière, elle ne se battra pas de la même façon qu'un homme, parce que son corps lui permet de faire la même chose. Mais la valeur, pour moi, elle n'est pas ni féminine, ni yin, ni yang. Elle est vécue de façon yang, elle est vécue de façon yin. Et là, je change toute ma perspective, je change les croyances qui sont peut-être biaisées pour arriver à avoir toute l'ampleur de ça. Je vais être obligé de lâcher prise sur des trophées masculins que je garde avec des millimètres en tant que masculin de ma génération. Et ça, c'est une grosse J'ai du mal à vous suivre, excusez-moi, monsieur Marché. J'ai du mal à vous suivre. Je crois qu'il faut aller plus loin quand même dans les définitions. Parce que finalement, c'est pas très opératif tout ça. C'est un peu empirique. On dit, bon, ben voilà, vous allez bien. Ça veut dire qu'en fin de compte, vous ne distinguez pas les deux points de vue.
Je les distingue, oui. Les approches, vous ne distinguez pas. Si je vous dis en quoi, si je vous demande une question très carrée, en quoi, malgré tout, ce qui peut éventuellement rapprocher, etc., en quoi il y a une complémentarité? En quoi le féminin complète le masculin, ou prolonge? Sur quoi il se complète? Au niveau de la création, c'est féminin ou masculin? La création. Oui, exemple. La procréation, oui, dans le cas de la procréation, on a effectivement une division du travail assez forte. C'est l'homme et la femme, mais dans un seul individu, la création, une œuvre d'art, un texte, un film, moi je pourrais vous répondre. Oui. C'est féminin ou masculin? Eh bien, il y a un stade qui est masculin, il y a un stade qui est féminin. Voilà, c'est ce que je veux dire. Oui, mais il y a toute la partie gestation qui est yin, qui est féminin, et toute la partie actualisation qui est yang. C'est pas une femme qui fait la partie gestation puis un homme qui fait la partie création, c'est la même personne. Qu'est-ce que femme ou homme, ils sont tous les deux capables d'une partie yin gestative et d'une partie yang actualisation. C'est dans ce sens-là que j'aborde toutes les valeurs, qu'elles soient attribuées par l'histoire yin ou yang. Je me dis non, là on continue la dualité, on dit ça c'est les hommes, ça c'est les femmes. C'est là que ma réflexion se pose. Je n'arrive pas très bien à comprendre, à vrai dire. Vous me changez de place, pour voir sous un angle un peu plus mieux. J'ai du mal à vous suivre malgré tout. Parce que justement, ce que je veux dire, c'est... par exemple, je joue du piano. Oui. Je compose. À quel moment je termine mon morceau? À quel moment je termine ce que je fais? Oui. Je me pose la question. Je suis en train de faire un truc, je me dis, tiens, est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? Est-ce que j'arrête? Et moi je me dis, ce qui m'amène à me dire que c'est peut-être suffisant. Beaucoup de choses, il y a des choses, je me dis, est-ce que j'en ai fait assez? Est-ce que je suis allé assez loin? Oui, comme tout artiste. Je peux arrêter là, est-ce que ça va maintenant? J'ai tendance à dire que ça c'est mon côté féminin. Je me dis, d'arrêter. Oui. Moi j'aurais tendance à dire, bon, ben, je continue, je travaille. Il y a quelque chose qui s'écoule indéfiniment. Et il y a un processus qui va à l'encontre, qui va dire, non, on va arrêter là, ça va, c'est bien. C'est comme quand vous faites un livre, ou une thèse. Oui. Vous pouvez continuer indéfiniment. Mais pour des raisons diverses, il faut arrêter. On va arrêter, on va s'arrêter, puis on va consolider un petit peu, mais on va s'arrêter. Celui qui a des valeurs, des valeurs excessivement féminines, il va vouloir trop tôt s'arrêter. Au bout de 3 minutes, il dit voilà, j'en ai assez. Et celui qui a des valeurs trop masculines, il ne va jamais vouloir s'arrêter. On lui demande, ça y est, t'as fini? Non, j'ai pas fini. Je vais encore rajouter encore. C'est toujours un process, on dit. Oui. Et celui qui est trop féminin, lui, il s'arrête trop tôt. Il n'a pas fini vraiment son travail, il n'a pas été très loin, mais il pense que déjà ça va, ça suffit. L'expression dans la rhétorique féminine, c'est souvent bon, on va pas plus loin, c'est fini, ça suffit, c'est assez, on en a assez fait. Et puis aussi, voilà. Donc, sur le plan actualisation, oui, mais sur le plan réflexion, c'est l'inverse. Tu sais, c'est le yin du yin, le yang du yang. Dans notre signe Tao, dans le yang, il y a un point noir, dans le yin, il y a un point blanc. Ça veut dire que une personne n'est pas la moitié du signe Tao et la totalité. Si je suis en action, peut-être que le principe yin va dire t'en as assez fait, mais si je suis en réflexion, c'est peut-être mon principe yang qui va dire j'en ai assez fait. C'est pour ça que je ne veux pas les catalogues. Ça dépend à quelle étape. Si je suis en gestation, mon principe yang il va dire continue, parce que c'est dans l'élément gestatif. Oui, mais l'élément gestatif. Le principe yang va dire on a assez réfléchi. Non, mais l'élément gestatif. Moi j'inverse alors. Moi j'inverse. La gestation, si on prend l'analogie d'une grossesse, pendant la grossesse, c'est très bien, c'est un acte créateur intériorisé, c'est une action, entre guillemets, passive, mais c'est une action.
ce n'est pas l'immobilité. On associe le yin à l'immobilité et le yang à l'action. Personnellement, un développement fœtal, c'est une action, c'est pas une immobilisation. Mais c'est une action intériorisée, d'où la gestation. Mais la gestation, c'est pas encore. C'est yin. On va préciser ce point-là, je vais le battre à son effectivement, si on prend le schéma qui est fondamental de la contraction, il y a 3 temps qui préparent. Il y a la semence, l'assimilation, il y a l'accouchement, il y a la gestation. Oui. La gestation, elle appartient au premier temps ou au troisième temps. En réalité, la gestation, elle est dans la continuité de la fécondation. Oui. Et la gestation, elle appartient encore à ce processus yang, ce processus d'enclenchement. Il y a la semence, il y a le germe, etc. Et l'accouchement, il y a la gestation dans ce stade final. Donc, à un moment donné, l'enjeu de la gestation, c'est l'évolution de l'embryon. Il y a un moment donné où on rentre, c'est comme un avion. Il y a un moment donné, il décolle, à un moment donné, il atterrit. Donc il y a un moment. Il y a un moment où le problème, c'est pas d'atterrir, c'est de décoller. Et à un moment donné, il faut atterrir. Mais la femme, elle fait l'atterrissage. Elle met fin à la gestation. C'est pas tellement qu'elle est la gestation, elle met fin à la gestation. Elle conduit la gestation à son terme. Elle n'est pas responsable de la gestation dans son ensemble, dans tout son processus. C'est pas l'homme non plus, ça non pas. C'est la conséquence quand même de ce qui a été enclenché. Sur le plan matériel, mais la conception spirituelle avant, si on l'inclut, on rentre, là on vient de rajouter des étapes. Mais à ce moment-là, on dit qu'il n'y a aucun processus yin, puis la femme, la grossesse, c'est le yang, ça marche pas. La décision de donner une forme finale à quelque chose, c'est pas un intérêt. C'est pour ça que une forme finale, c'est quand même ça que je dis, si la femme est totalement yin-yang, elle a son propre processus yang-yang-yang, et effectivement, l'accouchement pour un individu yin, l'accouchement en lui-même est un processus d'action yang, d'extériorisation. Mais si je le regarde en tant qu'homme, c'est autre chose. Mais si je le regarde en tant que la femme individuelle, moi je dis la femme c'est un individu, elle est autant yin-yang en part entière que je le suis, et en tant que femme, totalement yin et yang, la gestation est yin et l'accouchement est yang. Ah oui. Pour elle. Oui. Ben, c'est pour ça que je dis qu'il faut regarder la valeur en tant que yin-yang yin, puis en tant que yin-yang yang. Ouais. Et là, c'est pour ça que je dis c'est pas évident à saisir, parce que ça remet tout en question plein de croyances qu'on a depuis des millénaires en disant ça c'est les gars, ça c'est les filles. Les alchimistes disaient la femme est chaude et froide et humide en termes de principe alchimique. Il y a des organismes, tout ça, qu'on dit si la femme est froide et humide, c'est pas bon, il faut la détruire. Puis on en arrive aujourd'hui qu'une femme c'est froid, qu'un homme c'est chaud, mais ça marche pas. On parlait de principe. Si l'homme est dans son yin, il va être froid et humide aussi. Si la femme est dans son yang, il va être chaude. Mais moi j'ai dansé cette. Mais si on ne veut pas qu'elle soit yang, j'ai mis cette idée sur la table. Oui, bien sûr. Tout à l'heure on parlait des signaux forts et des signaux faibles. Oui. Le signal faible, c'est quelque chose qui est encore très faible. Comme la semence, c'est quelque chose de faible. L'accouchement, c'est quelque chose de fort. À ce niveau-là, oui, je suis d'accord. Alors, je disais aussi qu'il y avait des gens qui, au fond, ils préféraient travailler avec les signaux forts. Oui. C'est-à-dire quand les choses ont pris une expansion, une tournure marquante. Oui. Et quand les choses sont encore comme ça, embryonnaires, subtiles, il y a quelque chose, mais c'est pas encore très clairement, c'est pas encore très clairement ce que ça va
intervenir, ils ne font pas très attention. C'est ça, pour moi, c'est pas un signal faible. Si on prend faible, pas dans ben c'est ça, si on prend l'Orient qui est le Vietnam, en Occident, c'est le positif-négatif, la positive-négative. La phase négative énergétique, la polarité plus-moins, non pas négative pas bon, mais négative polarité, la courbe en dessous est aussi grosse que celle d'en haut. Donc, c'est pas un signal faible. Mais comme il est en dessous de zéro, il est plus dur à percevoir, beaucoup de gens effectivement. Mais ce n'est pas un signal faible, c'est un signal très fort. Oui, pour ceux qui savent le capter. Oui, Mais effectivement. celui qui ne sait pas le capter, normalement, un signal, par exemple, si on prend le soleil, c'est un signal fort au soleil. Oui. Parce qu'il s'impose à nous totalement. Oui. Par contre, l'obscurité aussi. S'il n'y a pas de lune, elle s'impose totalement. On ne voit pas le bout des doigts quand il fait noir comme lumière de vie. Mais une planète, par exemple, comme Pluton, oui. Un cas extrême, elle n'a pas la même. Elle n'est pas captée de la même façon que le Soleil. C'est juste parce qu'elle est plus loin. Non, mais aussi, elle n'impose pas son. Sa manifestation n'est pas aussi évidente. Non. Aussi palpable, les effets ne sont pas aussi marquants. Donc c'est pour dire qu'il y a quand même cette question-là. Il y a aussi effectivement des personnes, est-ce qu'elles sont des hommes ou est-ce que ce sont des femmes, c'est une question communautaire, il y a des personnes qui laissent toujours les choses arriver très loin. Oui, pour les prendre en considération. Et ça va créer des modes de vie qui vont être marqués par des choses extrêmes. Oui. Les crises, à la fin, il s'agira de savoir gérer les crises, et pas de les prévenir. Bon, bien sûr, à prévenir, parce que ça peut encore s'aggraver. Mais je veux dire, elles vont intervenir à un moment du processus qui est très tardif. Très tardif, qui peut encore être géré, mais c'est déjà la crise, on voit la crise actuelle. Les gens, il y a des conditions. Si on intervient plus tôt, on peut intervenir plus facilement. N'importe quoi, que ce soit le cancer, il y a des gens qui attendent très très longtemps pour intervenir. Parce que ça les attend encore, ils n'ont pas encore pris ça comme une sérieux. Et moi j'appelle ça le guide. C'est-à-dire que cette faculté. J'appelle ça l'inconscience humaine. Oui. Les gens sont malades, ils attendent la dernière minute pour agir sur leur corps et vivre. C'est pas yin. Et le yin, c'est l'accouchement. Donc l'accouchement, c'est quand un événement est arrivé à soi. Et l'accouchement, c'est quand il y a eu 9 mois déjà qui se sort. C'est comme une femme qui vient avorter au 8e mois. Oui, ben, de la façon que tu le regardes, c'est ça. Pour moi, l'accouchement est yang, puis la gestation est yin. C'est comme on plante une graine dans le sol, tout ce qui se passe dans le sol, la germination et la gestation, c'est yin. Du moment qu'il sort de terre, on est dans l'action yang. Moi, c'est exactement l'inverse. Moi, c'est exactement l'inverse. Et justement, pour continuer dans cette direction, le soleil et la lune, par exemple. Oui. La lune est yin, elle est masculine. Par rapport au soleil, elle est yin. En alchimie, on fait soleil-lune, yang-yin, le soleil yang, la lune yin. C'est la Terre aussi par rapport au soleil. Moi, je dis l'inverse, par exemple. Moi, je dis que c'est la lune qui est masculine et le soleil qui est féminin. En allemand, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a 12 soleils, 12 mois de l'année. Chaque soleil est différent. Il y a le soleil de l'été, le soleil de l'hiver, le soleil de printemps, etc. Et la lune va rejoindre tous les mois le soleil. Mais un autre soleil qui va être différent. C'est comme un homme qui aurait autant de femmes. La polygamie, ça existe, je sais. Moi, la lune, elle est polygamique, elle est polygame, la lune. Mais chaque soleil est un partenaire différent, et lequel est respecté autre chose. Mais si je comprends bien, dans le sens où le soleil ne bouge pas, il est yin, et les planètes qui tournent autour comme son action, ils sont yang. La lune, elle serait yang parce qu'elle tourne autour de la Terre. Non, parce qu'elle refuse. La Terre, par rapport à la Lune, elle est yang parce qu'elle ne tourne pas pendant que la Terre tourne autour d'elle. Non, mais c'est surtout la lunaison. La Lune se joint au Soleil. Par le principe du mouvement. Si on regarde le principe de l'énergie, le Soleil reste yang par son action réchauffante. Oui, mais moi c'est comme lui qui vient féconder la Terre. Non, mais le problème, c'est qu'effectivement, toutes les lectures sont possibles, mais il faut comprendre celles qui, historiquement, ont été acceptées. Oui.
comment les hommes ont interprété ces choses-là. Effectivement, dans le cas du soleil, par exemple, c'est pour ça que beaucoup de choses peuvent être interprétées de deux façons différentes. Le soleil, effectivement, c'est lui. Nous, on sait que c'est lui qui provoque des changements de temps, de température. Et il n'empêche que le soleil est capable de grande diversité. Le soleil va apparaître dans des hypothèses spéciales. Le soleil génère cette diversité. La synchronnité n'est pas dans la diversité. Ce qui est au centre n'est pas dans la diversité. Et ce qui est à la périphérie n'est pas dans la diversité. Ça arrête, celui qui est au centre de quelque chose peut féconder un grand nombre. Le fécondateur, il ne féconde pas une personne, il ne féconde pas une chose. Oui, voilà, le fécondateur, il est un par rapport au fécondé qui peut être multiple. Oui, donc le soleil est fécondateur, donc il est yang. Non, le soleil n'est pas fécondateur. Il féconde les planètes autour. Non, justement, non. Il est ce qui est retenu, pas dans mon système, ce qui est retenu là, c'est que le soleil se diversifie. Par exemple, si je vous dis que les 12 soleils, vous pouvez vous diversifier. Là, ça c'est un concept. Donc, je veux dire, le soleil d'été, le soleil d'hiver, le soleil de mois, donc vous avez pas le droit de diversifier. Et la lune n'est pas diversifiée. Le 12 périodes. Oui, mais on ne diversifie pas. Le zodiaque n'est pas fixé, on ne correspond pas aux 12 états de la lune, on correspond aux 12 états du soleil. La lune, elle vient simplement. C'est une astrologique, oui. Donc la lune, elle vient simplement rencontrer le soleil, une manifestation, un avatar du soleil. Donc le soleil, il a des avatars. Et la lune, elle traverse ces avatars, elle rencontre ces avatars du soleil. Avec ce sens-là, le principe yang, c'est le principe qui va féconder au cours du processus, il va féconder un très grand nombre de gens. C'est aussi un concept d'avoir le rapport entre l'un et le pluriel. Le centre et la périphérie. Le pluriel, c'est toujours en dessous. En haut, il y a le 1, et en bas, il y a le pluriel. La donne, par exemple, peut faire 10 enfants pendant qu'un homme peut enclencher 20, 30, 40, 300 naissances, la femme n'en fera que 16. Pendant les 9 mois où la femme fera ce qu'elle fera, l'homme peut faire 300 avec 300 femmes différentes. Si les planètes étaient fertiles, le soleil les féconderait tous. Comme il fait avec la Terre. Non, parce que pour moi, justement, le soleil, c'est le féminin. C'est-à-dire que c'est justement la lune qui vient féconder successivement les deux soleils. Mais d'après moi, les fruits sont sur la Terre, pas sur le soleil. Alors c'est Gaïa, la Terre qui va renforcer, et non pas le soleil. Il semblerait, dans l'imaginaire, ancien, c'est la rencontre de la Lune avec le Soleil qui générerait en quelque sorte l'espace à ce moment-là. Donc à ce niveau-là, c'est normal, c'est le couple. C'est le couple. Vous connaissez les femmes sur les thématiques martiales. On n'a pas toujours compris le rôle de la population. On n'a pas toujours compris le rôle de l'homme. Il y a une chose qui est très intéressante, c'est que l'action de germination, elle est souvent méconnue, elle est aperçue. Souvent, encore je passe par le yang dans le monde, le yang, l'action yang, elle est beaucoup plus subtile. Très subtile. Elle est à la fois extrêmement puissante et extrêmement subtile. Et l'action yin, elle est à la fois pas du tout subtile, puisque on est manifesté dans le signal, on ne peut pas ignorer le signal, et en même temps, finalement, quelque part, il y a une facilité dans cette
dès que quelque chose doit s'arrêter, c'est pas un acte très créatif. Quelqu'un, on va arrêter de jouer. C'est important, c'est structurant. C'est pas créatif. Mais au Québec, c'est pas les femmes qui veulent arrêter de jouer. Ah oui? Donc, il y a peut-être des facteurs culturels. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas des facteurs Vous n'avez pas remarqué dans votre... nationaux. Ah oui, d'accord. Je me sens que Ah oui, d'accord. le point de vue yin-yang il peut être différent. Ah, moi, les femmes, elles sont pas pressées. Par exemple, je vous donne un exemple. Alors là, c'est proche. Je sais pas, vous avez quel exemple? Oui. Moi, c'est ce que j'appelle le surmoi féminin. Le surmoi féminin. Il faut arrêter. Genre, bon, ça suffit. Ça suffit, on permet de continuer. Le surmoi, voilà, on permet de continuer, mais finalement, le jeu s'arrêtait là. Vous n'avez jamais perçu que c'était trop féminin, ce genre de comportement? Non, pas du tout. Je le perçois plus comme un trait caractériel d'un individu qui a des limites, tout simplement. Et s'il est yin, il va dire on s'arrête d'une façon, et si c'est yang, il va dire on s'arrête d'une autre façon. Qu'est-ce que nous va le faire d'une autre façon? Qu'est-ce que c'est que la sagesse féminine? Qu'est-ce que c'est que... C'est un concept, je pense, pour expliquer quelque chose que l'homme ne pouvait pas expliquer, mais ça, je pense que la sagesse, ça peut être autant féminine que masculine. Et ça peut être différent. Vous savez qu'une chose assez curieuse en astrologie, Mais juste une chose, c'est vrai qu'on va associer l'intuition plus au féminin, on dit l'intuition féminine, mais est-ce que moi je peux avoir en tant qu'homme une intuition féminine? Non, mais la question, est-ce que moi, en tant qu'homme, j'ai une intuition féminine? écoutez, finalement, moi je me dis, Si on a une intuition féminine, mais si j'ai le principe féminin qui m'habite, je devrais avoir une intuition féminine aussi. Et s'il y a une intuition féminine, étant donné qu'il y a toujours une polarité yin-yang, il doit avoir une intuition masculine qu'on n'a pas découvert encore, qu'on n'utilise peut-être pas, ce qui fait qu'on reste en dualité. Et on continue encore de séparer, ça c'est féminin, ça c'est masculin. Moi je dirais plutôt les choses autrement. Je dirais que c'est plutôt moi je dirais plutôt les choses comme masculin. C'est comment? Si l'intuition, c'est de capter des choses assez subtiles. On va pas dire avoir l'intuition. Par exemple, j'ai pas l'intuition que je dois faire ici. Mais non, ça dit pas de... C'est bon. Je peux avoir l'intuition que va se passer ceci ou cela. La personne va voir quelle était. On n'a pas eu d'intuition de voir quelque chose qui se met sur notre journée. Donc, si on vient de dire tout à l'heure que les femmes sont plus à leur aise dans les choses terminales, dans les choses qui sont moins abouties, on ne voit pas qu'il y a besoin d'intuition. Mais moi, j'ai pas ça. Non, mais moi, j'ai Oui, d'accord. le système. Oui, absolument. Dans mon système, c'est pas une qualité féminine. On va essayer de revenir sur votre sujet. Est-ce qu'on peut nous dire quelque chose pour aller là? Parce que j'ai beaucoup de questions, je ne sais pas ce que vous avez à me dire. Est-ce que vous avez quelque chose à me dire sur la stratégie? Ce que ça représente, ce que ça apporte? Et éventuellement, si possible, en rapport avec le temps. Voilà, le temps. L'astrologie, c'est comment on l'utilise. On peut l'utiliser formidablement bien en astrologie musicale, parce que chaque plante a sa signature. On peut la faire correspondre à une caducielle. On peut aussi utiliser les plantes en fonction de l'évolution d'un individu, soit dans son thème natal, soit au niveau des âges qui correspond à différentes planètes, de la Lune jusqu'à Saturne, c'est une réalisation. Dans l'astrologie, c'est le système chaldéen, ils sont les 7 planètes, mais en combinant certaines planètes, on peut arriver avec Pluton et Neptune. Comme je ne suis pas spécialiste, je ne pourrais pas vous dire lesquels astrologie, mais c'est très faisable pour celui qui connaît l'astrologie de dire que ce là il est neptunien ou plutonien plutôt que saturnien, à cause de ses correspondances.
l'astrologie médicale, c'est vrai que l'intérêt de l'astrologie, c'est de lire un concret quelque part. Ça travaille corps, âme, esprit. Donc, il y a du concret, il y a du subtil. C'est un métier, il reste une quintessence qui va travailler corps, âme, esprit dans le sens scientifique. Tu n'as pas âme religieux, mais âme dans le principe souffle. Le corps, c'est le sel et l'archimique. L'âme, c'est le souffle, puis l'esprit, c'est Mercure. Le sel, le mercure et le souffle sont les trois principes, corps, âme, esprit. Ou cœur, conscience, pouvoir. Les trois aspects du cœur, la conscience et du pouvoir dans les trois principes, dans la Trinité. Aussi, l'incarné et le spirituel. Bon, alors, qui va rejoindre l'astrologie aussi assez loin.